Bienvenue à Chambord. Vous êtes ici dans un monument de l'humanité, une œuvre majeure, sans doute le plus grand château de la Renaissance qui existe encore. Un château dont on se dit qu'il a été inspiré par Léonard de Vinci, en tout cas il en reprend un programme d'architecture et un legs majeur de François Ier qui a traversé 5 siècles. Chambord aujourd'hui c'est un miracle, il aurait pu disparaître plusieurs fois et il est à peu près dans l'état dans lequel François Ier l'avait voulu, reprenant beaucoup d'idées qui figurent dans les carnets de Léonard de Vinci. Alors je vous invite à vous perdre dans Chambord, c'est un monument dans lequel on se perd, à aller absolument tout en haut du château sur les terrasses. De là vous visiterez tout le domaine, dans une sorte de grande vue aérienne, vous serez dans une sorte de surprise, sorte de Jérusalem céleste perdue dans les nuages. Je vous invite à vous perdre dans le monument par le célèbre escalier à double révolution qui figurait dans les carnets de Léonard de Vinci, mais aussi à voir que vous allez traverser 5 siècles d'histoire avec des appartements du XVIIe siècle, ceux de Louis XIV, ceux au XVIIIe siècle du maréchal de Saxe, le musée du comte de Chambord. Chambord est aussi meublé, contrairement à l'idée qu'on en a. Et puis Chambord, c'est aussi la visite de 1000 hectares de promenades avec des parcs, des jardins, un jardin anglais du XIXe siècle et un jardin à la française dans lequel nous nous trouvons, qui a été restitué récemment et qui a été le plus long état des abords du monument. Nous nous trouvons ici sur une terrasse qui a été voulue par Louis XIV, restituée par lui, et dans un jardin qui a été tracé en 1734 et dont on a retrouvé au centimètre près l'architecture et le dessin aujourd'hui. Ce jardin, c'est finalement une résurrection, et c'est peut-être ça le message de Chambord, celui d'une résurrection perpétuelle. Mot à mot, c'est ce que veut dire Renaissance. Chambord, c'est un symbole, c'est le symbole de l'éternité, c'est le symbole du renouveau perpétuel, c'est l'énigme que vous allez essayer de déchiffrer, si vous le voulez bien, dans l'architecture même du lieu. Chambord est confiné, et donc Chambord est déserté. La visite que vous allez avoir, elle est exceptionnelle parce que vous n'aurez jamais Chambord aussi libre au regard qu'aujourd'hui. Et puis en même temps, Chambord confiné est aussi un petit peu abîmé. Vous le verrez dans les jardins à la française qui nous entourent. Vous verrez que l'herbe a poussé, les taupières, les buis commencent un petit peu à perdre leur forme parce que pour des raisons d'économie, nous n'avons pas pu tout entretenir puisque nous vivons du tourisme et quand il n'y a plus de tourisme, on n'a plus les moyens d'entretenir le patrimoine. Ce patrimoine qui est une grande richesse pour le pays, c'est aussi un facteur de vitalité économique pour les territoires et peut-être que l'une des leçons de cette crise, c'est de montrer que pour entretenir le patrimoine, on a besoin de visiteurs et que vous, nos visiteurs, vous nous aidez grandement. Donc on est heureux de vous voir par les moyens numériques et on aimerait bien vous voir en chair et en os à Chambord. Bonjour à tous et merci beaucoup de me rejoindre pour cette visite privée du château. Je m'appelle Virginie Berdal et je suis chargée de recherche au sein du service de la conservation et de l'action éducative. Je vous propose de découvrir ensemble les lieux les plus emblématiques et incontournables de Chambord, de son célèbre escalier à double révolution aux terrasses, en passant par le logis du roi ou les combles du château. Bien sûr, nous achèverons cette visite par une surprise. Je vous donne un indice. Si vous restez avec nous, vous pourrez profiter d'un point de vue unique sur le monument et son environnement. Chambord, c'est le grand œuvre architectural de François Ier. Ce roi, jeune, auréolé de gloire après sa victoire à Marignan en 1515, fougueux, ambitieux, soucieux des traditions, mais surtout avide de modernité et d'innovation. François Ier s'entoure pendant son règne de nombreux artistes et intellectuels, il soutient la création, c'est un roi résolument de la Renaissance, et il construit de ce fait beaucoup. François Ier a compris que la gloire et la puissance ne s'acquièrent pas uniquement sur les champs de bataille. Dès les premiers temps de son règne, il modifie les châteaux de Blois et d'Amboise, puis il entreprend la construction de Chambord, sa première nouvelle œuvre architecturale. Les travaux donc commencent en 1519 par l'édification d'un unique bâtiment, le donjon, cet édifice carré cantonné de tours aux angles, dont les toitures, vous le voyez, sont hérissées de tourelles, souches de cheminée ou lanternons, et rappellent les châteaux médiévaux du Louvre ou de Saumur. Un château de tradition donc, mais qui intègre la modernité de la Renaissance.
Regardez, le donjon est ouvert de nombreuses fenêtres. Ses façades sont ornées de moulures et de pilastres sculptés. À l'intérieur, l'ordonnance est très moderne, nous le découvrirons ensemble. Enfin, au 4e étage, de grandes terrasses s'étendent pour permettre d'observer la nature environnante. Ce donjon est achevé en 1539. Mais en fait, dès 1526, François Ier change ses plans. Il décide d'adjoindre au donjon 2 ailes latérales reliées au bâtiment central par des galeries et qui se rejoignent sur l'autre façade par une enceinte basse sur un niveau et qui crée ainsi une cour intérieure. L'une des ailes doit abriter le logis du roi, la seconde, l'aile de la chapelle. Malheureusement, François Ier n'a jamais connu l'aile de la chapelle et l'enceinte achevée. Il a connu le donjon et l'aile royale, cependant totalement terminée, et il profite certainement du logement de l'aile royale lors de son dernier séjour à Chambord, le plus long de son règne, du 22 février au 14 mars 1545. C'est Louis XIV qui achève Chambord, dans le respect cependant du programme originel. Chambord est donc bien l'œuvre de François Ier. Je vous propose maintenant d'entrer dans le donjon et de découvrir plus avant le plan intérieur moderne. Nous voici donc entrés dans le donjon, le premier bâtiment édifié ici à Chambord à partir de 1519. Et je suis dans une très grande salle de 18 mètres de long sur 9 mètres de large qui donne sur l'escalier à double révolution, la pièce maîtresse de Chambord. Cette grande salle, un peu salle des pas perdus, est aussi une salle qui tout simplement donne accès à des logis. Ils s'en trouvent sur le côté ici et sur le côté là, c'est-à-dire dans les angles du donjon qui a cette forme de carré. Cette grande salle, on en retrouve une deuxième sur le côté droit, sur le côté gauche et à l'arrière de l'escalier à double révolution. Elle forme donc une croix grecque, une croix avec des branches égales. Vous voyez cette organisation, c'est ce qu'on appelle un plan centré en croix grecque. Donc une croix grecque formée par des grandes salles, un escalier à double révolution au centre qui mène dans les étages principaux et des logis dans les angles. Ce plan se retrouve à chaque étage. C'est une ordonnance vraiment très moderne pour le début du XVIe siècle. Le plan centré est d'ordinaire celui des églises italiennes de la Renaissance. C'est un plan qui, pour l'une des premières fois en France, est utilisé pour édifier un édifice civil. Voilà, c'est pour François Ier véritablement l'envie de faire de ce donjon de Chambord une sorte de synthèse, l'abrégé de ce que peut faire l'industrie humaine de son temps. Je vous propose de nous rapprocher de l'escalier pour l'observer un peu plus attentivement et nous pourrons même le tester ensemble. Cet escalier, il est constitué d'un noyau creux et ajouré que nous allons pouvoir traverser ensuite et 2 rampes, 2 volets de marche s'enroulent l'une au-dessus de l'autre autour de ce noyau. Cet escalier est assez merveilleux. Déjà, c'est la première chose que l'on voit quand on rentre dans le donjon. D'ordinaire, un escalier, on le cache plutôt dans une tour, par exemple, ou on le met dans un bâtiment, dans une sorte de construction hors œuvre, en saillie, en façade. Ici, à Chambord, c'est l'escalier qui est au centre de tout. Tout gravite autour de l'escalier. C'est poussé à son paroxysme le plan centré en croix grecque. Qui a pu être à l'origine de cette grande innovation architecturale? C'est peut-être Léonard de Vinci. En effet, François Ier s'entoure pour construire Chambord des plus grands maîtres maçons, les maîtres maçons expérimentés français, qui avaient participé déjà aux grands chantiers royaux du Val-de-Loire. Il est entouré aussi de Dominique de Cortone, qui est issu d'une famille de menuisiers qui conçoivent des modèles en bois de bâtiments. Mais c'est aussi quelqu'un qui est en passe de devenir un architecte. Et il y a dans l'environnement de François Ier, enfin, Léonard de Vinci, invité à la cour de France dès 1516. Tous ces personnages travaillent ensemble pour Chambord. On ne peut pas chercher aujourd'hui un seul architecte. Chambord, c'est une œuvre collective, puisque l'on cherche à créer ici la synthèse de ce que l'architecture peut offrir de mieux, soit en tant qu'innovation, soit en tant qu'élément traditionnel à absolument sauvegarder. Imaginez cet escalier et tous les jeux que l'on peut y organiser. Nous sommes des courtisans, nous voyons le roi devant nous, grimper, nous nous attendons à le voir repasser juste au-dessus. Or, la rampe qui se trouve au-dessus, c'est la rampe de l'escalier dont le point d'entrée se trouve au sud. Venez voir, nous allons traverser le noyau pour mieux comprendre. La volée, qu'on appelle la volée nord, ici à Chambord. Ici le noyau,
qui ne dispose pas de lumière zénitale comme on pourrait le penser, puisque l'escalier est surmonté par la tour-lanterne, qui est la plus haute tour du château. L'éclairage est ici latéral dans ce noyau, grâce à des fenêtres percées tout le long de la montée. Et en sortant, nous découvrons la deuxième volée de marche. Je vous propose un deuxième jeu pour bien comprendre comment fonctionne l'escalier. J'emprunte cette rampe et vous empruntez l'autre rampe et nous allons nous apercevoir à travers les fenêtres. Mais nous n'allons jamais nous rencontrer physiquement dans les escaliers. Hello! Et voilà, je me trouve dans la rampe sud, tandis que vous êtes dans la rampe nord. Et on peut se suivre comme ça, du regard, tout au long de la montée, jusqu'au niveau des terrasses, mais nous n'allons pas nous croiser. Vous voyez le système, on est dans la forme de l'ADN. Cet escalier, c'est du théâtre, c'est de la parade. C'est évidemment apporter un escalier comme on n'en a jamais fait auparavant. Il existait des escaliers à double révolution, mais ils étaient cachés dans l'épaisseur des murs. Ici, à Chambord, on en a fait la colonne vertébrale de l'édifice et un élément véritablement de parade où on montre sa puissance. Le roi a certainement beaucoup impressionné. Et les visiteurs, évidemment, se régalent beaucoup aujourd'hui des jeux dans l'escalier à essayer de se courir après. Rejoignons-nous maintenant au premier étage. Et nous voici arrivés au premier étage. Vous reconnaissez le plan? C'est le même que celui que nous venons de découvrir au rez-de-chaussée. Toujours l'escalier au centre de ces bras de croix et qui dessert donc les logis dans les angles. Je vous propose maintenant de nous rendre dans l'aile royale. Je vous en parlais tout à l'heure, François Ier a changé ses plans en cours de projet. Il a décidé d'adjoindre au donjon deux ailes, l'une pour abriter la chapelle et l'autre son logis. Nous allons donc découvrir le logis de François Ier qui est commencé à partir de 1526 probablement, c'est-à-dire au retour de sa captivité de Pavie. Vous savez qu'il avait été fait prisonnier à l'occasion de la bataille de Pavie par Charles Quint et pendant toute sa captivité, le chantier de Chambord s'endort pour ensuite redevenir plus actif que jamais. Les travaux avancent abondamment et ne s'arrêtent jamais jusqu'à la fin de son règne. Au passage, vous pourrez admirer de très belles tapisseries de l'histoire de Scipion, de très grand format, qui trouvent leur place sur les murs de Chambord, qui s'y prêtent vraiment. Nous disposons ici à Chambord d'une grande collection de tapisseries. Voici dans la chambre de François Ier, que vous avez certainement connue sous une configuration très différente. Elle a été réaménagée l'année dernière, en 2019, à l'occasion des 500 ans du début de la construction du château. Et c'est le décorateur Jacques Garcia qui a été chargé de ce projet. L'idée, présenter aux visiteurs un état plausible de cette chambre à l'occasion des séjours de François Ier, pour montrer quel était le genre de vie de François Ier, une vie nomade. Lorsque François Ier n'est pas à Chambord, le château est vide de meubles et de ses gens. Il n'y a guère que les ouvriers qui travaillent. Et lorsque le roi arrive, eh bien, les fourriers sont chargés d'aménager entièrement le château, de le meubler. C'est une vie assez évidemment débordante quand le souverain est avec une partie de sa cour ici. On chasse dans la journée et on fait de grands banquets. Mais lorsque le roi repart, le château se vide de son mobilier et de ses gens. Il est très difficile aujourd'hui, évidemment, de remeubler les châteaux de la Renaissance. Le mobilier de cette époque est très rare, très coûteux, encore plus le mobilier royal. Nous avons donc choisi de nous laisser la possibilité de créer du mobilier, mais tout en respectant les connaissances scientifiques actuelles, et de présenter une pièce la plus proche possible de ce qu'elle a pu être. Je vous présente par exemple ce lit. Et le lit qui a été réalisé à partir de données très importantes, c'est l'inventaire du garde-meuble parisien de François Ier, qui décrit le lit de voyage réalisé pour la venue de l'empereur Charles Quint en France en 1539. On sait que le lit faisait 2,07 m de haut, 1,57 m de large, 1,97 m de long. Eh bien, c'est ce que nous avons réalisé ici à Chambord. Un lit avec, vous le voyez, de belles pentes de velours rouge et qui est surmonté donc d'un ciel de lit et aussi d'un dais.
Alors ce dais, eh bien, il a cette existence ici à Chambord en référence en fait à des descriptions anciennes de lits royaux, notamment un lit pour le roi en 1501 au château de Blois. Aussi un lit qui date du XVIe siècle, plutôt de l'époque d'Henri IV, un lit à quenouille d'angle. Il est présenté ici pour rappeler que dans la chambre du roi, d'autres personnages dorment, comme le premier gentilhomme de la chambre. Quant aux autres valets, par exemple les fumistes qui entretiennent les cheminées, ils disposent de petits lits ployants. Les sols et les murs ont également été entièrement réaménagés avec de la natte de jonc tressée, avec des tentures flottantes, avec de belles tapisseries, pour rappeler qu'il faut aménager cette pièce pour la rendre plus chaleureuse. C'est une pièce de 80 mètres carrés avec un plafond assez haut. Pour conserver la chaleur, on isole les murs, on isole les sols. Dans une chambre royale, on a souvent aussi la présence d'un buffet de chambre. Voici ici en fait un dressoir qui a été réalisé à partir d'un modèle conservé au Musée national de la Renaissance, le dressoir dit de Joinville, réadapté au niveau décor avec les thèmes de Chambord, la salamandre et le F. Cette chambre, elle est finalement le résultat d'une nouvelle façon d'envisager la médiation, une façon assez pédagogique, en se disant qu'on peut avoir recours à l'utilisation de mobilier ancien, mais aussi à des meubles de création contemporaine, pour évoquer ce qu'a pu être une période de façon assez juste et surtout très facile à comprendre pour les visiteurs. En entrant ici, les visiteurs comprennent davantage comment s'organisait la vie itinérante de François Ier. Et on a presque l'impression que le roi a quitté les lieux l'instant d'avant ou va surgir l'instant suivant. Je vous propose maintenant de continuer notre chemin. Nous allons découvrir le cabinet qui a lui aussi été réaménagé l'année dernière en 2019. Petit cabinet, vous voyez, des dimensions réduites. On en a souvent parlé de ce cabinet comme d'une pièce où pouvait se trouver la chaise percée ou alors d'un cabinet de travail. Sa fonction n'est pas absolument certaine. Et le décorateur Jacques Garcia a souhaité proposer la restitution ou l'évocation du cabinet de travail de François Ier, donc avec une table de travail composée d'une planche de bois et de tréteaux, des pliants qui sont ici par contre du XVIe siècle, qui sont un dépôt du musée de Cluny. Et puis sur le bureau, globe, encre, des manuscrits, pour qu'on comprenne dès l'entrée dans la pièce quelle pouvait être sa fonction. Entrons maintenant dans la salle du roi. La salle du roi était la plus grande salle de l'aile royale et l'une en fait, des salles les plus grandes du château. C'était une pièce publique qui à l'origine faisait 250 mètres carrés, mais elle a été cloisonnée à l'occasion des séjours de Louis XIV pour créer de nouveaux appartements, des ensembles, chambres, antichambres et même un niveau d'entresol. On ne peut donc plus comprendre cette pièce qui servait à l'origine pour les dîners du roi, on venait y assister. L'après-midi, le roi pouvait accorder des audiences, on pouvait aussi s'y rencontrer entre courtisans et on y accédait d'ailleurs par un escalier hors œuvre ou par une coursive extérieure, sans avoir à pénétrer dans la partie plus privée du souverain que l'on a vu juste avant, c'est-à-dire sa chambre. Pour retrouver cette pièce, il faut ici utiliser le virtuel et c'est un histopade qui va nous permettre de replonger en 1545 à l'occasion d'une audience de François Ier. Vous connaissez peut-être cet outil qui s'appelle histopade et que vous pouvez louer à l'entrée du château. Il permet de présenter virtuellement des salles restituées à l'époque de François Ier quand il n'est pas possible de les montrer dans cet état aujourd'hui réellement. Il me suffit de scanner pour remonter le temps. 1545, les murs sont abattus devant moi et me voici avec la salle du roi. Vous voyez, le roi est installé normalement sur sa chaire recouverte d'un tissu et sous un dais. Il est devant la cheminée. Dans la pièce, on découvre sur les murs de belles tapisseries et des tentures flottantes, mais aussi un dressoir sur lequel le roi présente sa belle orfèvrerie ou la faïence. Ici, une table présentant des objets diplomatiques. Voilà. On peut retrouver donc la pièce dans ses dimensions d'origine et avec un ameublement restitué au plus juste.
remonter dans le temps, on peut découvrir ce genre d'outils dans d'autres pièces du château, mais aussi dans la chapelle. L'année dernière, nous avons développé une nouvelle vue de la chapelle du château entre 1939 et 1945, au moment où Chambord abrite les œuvres d'art des musées et monuments nationaux. Elles sont mises ici à l'abri du péril de la guerre. Voilà, donc ça fait partie de l'expérience de visite en fait tout à fait intéressante. Ici, on aime bien sûr protéger tout ce qui est de médiation humaine, donc les visites guidées se perpétuent et elles ont beaucoup de succès. D'ailleurs, nous vous les recommandons. Ça vous permet de découvrir des espaces aussi fermes au public, mais le virtuel a aussi son intérêt, c'est un bon compagnon de visite. Et nous poursuivons la visite par la découverte d'un escalier que l'on ouvre uniquement en visite guidée, l'escalier privé du souverain qui nous permettait de rejoindre le logis au niveau supérieur qui était peut-être dévolu à la favorite ou à la reine lors des séjours donc, de François Ier. Au passage, vous verrez qu'une partie de cette porte est encore d'origine, la partie avec la salamandre sculptée. Passage dans l'escalier, nous découvrons quelques marques sur les murs qui sont très intéressantes. Alors celle-ci, assez facilement identifiable, vous êtes sur un graffiti révolutionnaire, on reconnaît bien un sans-culotte avec son bonnet phrygien. Ici, bon, un graffiti, un certain Desmours et ses fils qui ont certainement visité le château en 1836. Ça fait partie malheureusement de ces inscriptions des visiteurs du château ouverts dès 1821 à la visite, que l'on trouve partout pour laisser la trace de son passage. Alors bien sûr, nous tâchons de lutter contre ces graffitis qui altèrent énormément la pierre et c'est même passible d'une amende. Et il y a surtout ces marques qui sont beaucoup plus anciennes, elles datent de la construction du château. C'est ce qu'on appelle des marques de tâcherons. Les tailleurs de pierre étaient employés sur le chantier de Chambord à la tâche. Ils devaient donc signer chacune de leurs pierres. Leur marque personnelle pouvait ressembler à une lettre ou une forme géométrique. Ici, c'est une forme de L et ça leur permettait de témoigner donc, de leur travail pour pouvoir être rémunérés à la fin de la semaine, par exemple. Voilà. Alors, c'est très intéressant de trouver des marques de tâcherons puisqu'on sait qu'on a affaire à une pierre d'origine. Cette pierre, c'est ce qu'on appelle le tuffeau. C'est une pierre locale que l'on trouve dans la vallée de la Loire et la vallée du Cher. Une pierre qui s'est formée au moment où la mer recouvrait encore ces territoires il y a des millions d'années. Et c'est une pierre très facile à tailler, qui est aussi d'une blancheur éclatante, qui donne toute sa majesté aux édifices. Et c'est bien sûr une pierre qui est si traditionnelle, qui ressemble au château de la Loire. On ne les imagine pas autrement qu'avec cette blancheur, cette pureté. Magnifique salamandre qui est en train d'avaler le bon feu, tout environnée de flammes. Elle est particulièrement bien préservée et vous voyez couronnée, avec une couronne fermée à l'impériale. Le détail des salamandres est formidable et on sent que les sculpteurs ont pris beaucoup de plaisir à travailler cette pierre de tuffeau si facile du coup à tailler. Nous voici dans ce sublime deuxième étage du château, dans les salles voûtées, toujours ce plan en croix grecque, mais ici, les salles sont donc surmontées de splendides voûtes à caissons en anse de panier. À l'intérieur des caissons, des thèmes chers à Chambord, l'emblématique de François Ier, le F et la salamandre. Alors le F, monogramme, fleur d'Élysée souvent, mais pas toujours. C'est vraiment aussi là que s'exprime l'individualité, on va dire, des tailleurs de pierre. Tout autour de ce F, la cordelière à nœuds, qui renvoie certainement à la famille de Savoie, la famille de la maman de François Ier, Louise de Savoie, et la salamandre, qui est l'animal emblème du roi. C'est un symbole de tempérance, un symbole de justice. La salamandre est un animal auquel on a prêté de nombreux pouvoirs, notamment celui de survivre au milieu des flammes, donc c'est aussi un symbole de force, mais elle est associée à la devise du roi « Je me nourris du bon feu, j'éteins le mauvais feu ». Vous trouverez donc ici deux salamandres distinctes, celle qui
avale le bon feu et celle qui crache de l'eau pour éteindre le mauvais feu. Le roi se bat pour le bien contre le mal. Juste au-dessus de moi, au-dessus de la cheminée surtout, cette salamandre avec des gouttes qui sortent de sa bouche, donc celle qui éteint le mal. Et juste en dessous peut-être, ou au-dessus là on la verra peut-être mieux, même si elle est un peu gâtée par les infiltrations d'eau au cours du temps, mais on perçoit ce feu, on a l'impression que la salamandre est en train de la cracher, en fait elle l'avale. Alors ces voûtes ont un peu souffert du temps. Dès le XVIe siècle, on dit qu'elles sont gâtées par les infiltrations d'eau venues des terrasses qui sont au niveau supérieur. Et le tuffeau est une pierre qui, malheureusement, est très sensible à l'eau. C'était un endroit vraiment merveilleux et avec l'escalier à double révolution en plein centre, on perçoit toute la majesté qu'a voulu donner François Ier à cet édifice. Je vous propose à présent de découvrir des entresols. Alors, dans les angles du château, il y avait des logis attribués ici dans le donjon à des courtisans, et chacun bénéficiait d'une chambre et de petits cabinets annexes qui étaient doublés dans la hauteur. Donc le niveau, demi-niveau supérieur, on l'appelait le niveau d'entresol. Nous allons le parcourir ensemble. C'est un peu une surprise pour vous. Pour rejoindre, vous voyez, les niveaux d'entresol, donc le demi-niveau supérieur, de petits escaliers en vis ménagés dans les murs. Ce sont vraiment des escaliers de service, non pas utilisés par les courtisans, mais plutôt par les domestiques. Et donc, nous voilà dans les pièces d'entresol, qui ne sont pas aménagées. On les parcourt aussi uniquement avec des visites guidées approfondies. Alors derrière le mur, nous avons en fait une grande chambre et donc en dessous de nous 3 petits cabinets, 3 pièces d'entresol, 7 pièces qui composent un logis. Il y en avait 48 dans le donjon pour loger donc tous les courtisans du roi. François Ier venant ici plutôt avec sa petite bande, comme on le dit dans certains écrits de l'époque. Tous les logements sont standardisés. C'est vraiment un château très moderne là aussi sur le plan de l'organisation des logements. Nous avons encore grimpé pour arriver cette fois dans les combles du château. Nous sommes sous la belle charpente du XVIe siècle, dans des pièces qui étaient également habitables à l'époque de François Ier. Alors ici, c'est une charpente, souvent on nous dit ça ressemble à la coque d'un bateau inversé. En fait, c'est une charpente qu'on appelle à chevron formant ferme. Elle se compose donc de grands chevrons qui font jusqu'à 16,70 m de longueur, tenus, vous voyez, par des jambes de force, et par des pièces courbes qu'on appelle des aisseliers. C'est un type de charpente qui permet vraiment d'économiser l'espace et du coup de rendre ces espaces habitables. Et au-dessus de nous, il y avait encore un autre logis, mais qui n'a plus de plancher aujourd'hui, pour preuve la présence, au fond, d'un petit escalier de service qui permet donc de rejoindre ce 9e niveau habitable. On habite à Chambord sur 9 niveaux. Empruntons maintenant l'escalier de service qui va nous conduire sur les terrasses et nous avons presque achevé notre visite. Les terrasses de Chambord, toutes italiennes, surmontées de grandes constructions autour de nous, avec toujours des logis dans les angles. Vous les apercevez, par exemple ici, une petite tourelle d'escalier, des souches de cheminée, il y a aussi les lucarnes. Et en plein centre, la plus haute tour du château, qu'on appelle la tour lanterne, qui surmonte l'escalier à double révolution. On se sent un peu dans un village céleste que l'on pourrait parcourir, et on peut même faire le tour complet du donjon. D'ailleurs, allons le faire ensemble pour découvrir le paysage alentour.
Le paysage a bien sûr bien changé depuis le XVIe siècle. Sous François Ier, ici, il y avait le Cosson, donc cette rivière qui traverse le parc de Chambord d'est en ouest, qui serpentait en plusieurs bras. C'était un ensemble de marais qui causait en été, bien à cause de cette insalubrité et de la présence de moustiques, des épidémies de malaria et qui ensuite ont disparu fort heureusement avec cette domestication complète en fait de la nature. On a créé à l'époque de Louis XIV déjà une grande terrasse artificielle pour porter des jardins à la française, mais ils n'ont été achevés que sous le règne de Louis XV. Donc le paysage que l'on découvre aujourd'hui est vraiment le résultat des grands travaux hydrauliques et paysagers des XVIIe et XVIIIe siècles. Vous le voyez sur ces parties hautes, ces superstructures, des incrustations d'ardoise dans la pierre de tuffeau qui font penser à la chartreuse de Pavie. En fait, à Chambord, dans l'architecture, on a vraiment mixé des éléments de la Renaissance italienne avec des éléments en français plus traditionnels, gothique français, mais aussi des éléments très d'innovation, dont Chambord est le représentant d'un nouveau courant artistique qu'on appelle la première Renaissance française et qui va continuer ensuite son évolution avec une deuxième Renaissance française. C'est un monument que François Ier a voulu pour éblouir le monde, pour montrer évidemment sa modernité, son prestige, sa puissance, sa richesse. Et il a vraiment réussi puisque lorsqu'il invite Charles Quint ici en 1539, dans la nuit du 18 au 19 décembre, ils sont ensemble à Chambord, Charles Quint aurait dit « J'ai vu ici l'abrégé de ce que pouvait l'industrie humaine ». Donc mission accomplie pour François Ier qui, malgré cette image de roi de guerre, de roi traditionnel, de roi chevalier, avait aussi bien compris le sens de la modernité, le sens de l'évolution et qui avait su s'entourer de beaucoup d'artistes et d'intellectuels. François Ier, on l'a appelé aussi le père des arts et des lettres et il a mérité évidemment ce surnom. D'autant plus quand on sait qu'il a été un très grand mécène pour des artistes comme Léonard de Vinci ou Girolamo della Robbia, tant et tant. Voici venu le temps de la surprise, bien des visiteurs en rêve. Je vous propose de m'accompagner dans la plus haute tour du château, la mythique tour lanterne. Cette haute tour d'à peu près 32 mètres de haut qui porte au sommet, au plus haut point, dans ce ciel, la fleur de lys royale. Retrouvons-nous dans l'escalier. Vous découvrez ici la tour lanterne, la tour la plus haute du château, qui fait 32 mètres de hauteur. Cette tour qui abrite un petit escalier en vis simple, et donc elle surmonte l'escalier à double révolution. Vous voyez, son état date de la fin du 19e siècle, l'époque des princes de Bourbon-Parme, qui sont alors propriétaires de Chambord. En fait, Napoléon Ier avait fait don de ce château à l'un de ses maréchaux qui ne profite pas vraiment de Chambord. Il n'y vient qu'une fois pour une partie de chasse. À son décès, sa veuve demande l'autorisation de vendre Chambord. Elle obtient cette autorisation et il est acquis par une souscription nationale pour être offert au dernier héritier des Bourbons, le petit duc de Bordeaux. Mourant sans héritier bien des années plus tard, ce sont donc les princes de Bourbon-Parme qui héritent de Chambord. Ils ont utilisé beaucoup de leur fortune pour aménager ce lieu, pour continuer à l'ouvrir à la visite, pour le restaurer. Et donc la tour lanterne que vous voyez en ce moment est le résultat de ces grandes campagnes de restauration. La tour lanterne d'origine, on peut aujourd'hui la découvrir au rez-de-chaussée de l'aile royale, dans ce que l'on appelle le musée de l'œuvre. Là, nous sommes arrivés au terme de notre visite. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tour dans le château. Merci infiniment de votre attention. Nous espérons vous accueillir très nombreux bientôt à Chambord. J'aurais aimé vous en montrer bien davantage. Chambord recèle 1000 merveilles. J'aurais voulu vous montrer aussi la chapelle, vous montrer les appartements 18e, le musée du comte de Chambord, les salles d'évocation de la chasse,
la salle des carrosses. J'aurais voulu vous accompagner dans le parc pour vous balader, faire le tour du canal ensemble. À Chambord, on peut passer une journée merveilleuse entre nature, histoire et découverte. À bientôt à Chambord et merci encore de votre attention.